Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous renouveler une fois encore votre fidélité. Le grand format de ce dimanche 25 mai 2025 sera marqué par la littérature et l'art sous toutes ses formes puisque nous parlerons de l'importance de la lecture chez les enfants et les jeunes, comment les orienter vers cette occupation saine en période de vacances et ce qu'ils y gagnent. Ce sera avec Augustine Ouagbemavoa, directeur de Book Connect, qui a fait le pari de reconnecter les enfants et les jeunes à l'aventure livresque dans toutes ses dimension avec la richesse intellectuelle qui l'accompagne. Nous aurons aussi droit à l'art griotique de la culture baroutème dans toute sa splendeur. En effet, l'artiste que nous recevons ce dimanche est un maître de la parole agissante, un jeune griot batombou qui fait des merveilles avec cet art ancestral et qu'il fait d'ailleurs découvrir au reste du monde. Ceux qui le connaissent et qui ont déjà vu ses chefs-d'œuvre l'appellent le griot des temps modernes. Il s'agit bien évidemment du griot Barasouno. Notre invité média nous vient aujourd'hui du quotidien d'information et d'analyse et de service public La Nation, Arnaud Doumarou. Il s'appelle. Avec lui, nous ferons le décryptage de l'actualité de la semaine. Nous aurons aussi droit, comme d'habitude, à la synthèse de l'actualité telle que relayée par les médias au cours de la semaine. Ce sera dans la revue de presse hebdomadaire de Action Réaction. Bon, tout de suite, voici le journal. Au sommaire de cette édition, le Bénin célèbre ce dimanche 25 mai la fête des mères, un événement qui rend hommage à toutes les femmes qui donnent de l'amour aux enfants, occasion choisie par la présidente de l'Institut national de la femme pour rendre hommage aux mères béninoises et saluer leurs efforts constants pour l'amélioration des conditions de vie des enfants. La teneur de son message dans un instant. Nous parlerons aussi de l'hommage rendu à l'ancien ministre des Affaires étrangères Yves Edgar Monod, décédé le 4 avril 2025. Une cérémonie d'hommage empreinte de solennité et de témoignage conduite de main de maître par Olusegun Adiadi Bakari au siège du ministère à Cotonou. Les détails dans ce journal. Toujours au registre de ce journal, la clôture de la 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI. Après 2 jours d'échanges et de partage d'expériences, les rideaux sont tombés sur cette rencontre qui a réuni tous les acteurs de l'écosystème financier du continent africain et d'ailleurs, des assises sanctionnées par une note de satisfaction générale. Voilà pour le titre. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ce dimanche 25 mai, le Bénin célèbre la fête des mères, un événement qui rend hommage à toutes les femmes qui donnent de l'amour aux enfants. Et à l'occasion de cette célébration, la présidente de l'Institut national de la femme salue les efforts de toutes les mères béninoises, aussi bien à Cotonou et partout ailleurs, y compris les contrées les plus reculées du pays. Un message dont voici la teneur. À l'occasion de la fête des mères, je voudrais saluer, reconnaître, célébrer toutes les mamans. Et quand je parle de maman, je parle des mamans biologiques, je parle des mamans adoptives, mais je parle aussi de celles qui sont simplement mamans de cœur. Elles sont nombreuses à ne pas avoir d'enfants, mais être de vraies mamans de cœur pour plusieurs enfants. C'est vous que je célèbre, c'est vous que je reconnais, c'est vous que je remercie en ce jour pour votre amour inconditionnel, pour votre patience infinie, pour votre résilience, pour votre générosité incroyable, pour tout ce que vos épaules portent dans une famille, dans une communauté, dans une société. Pour vous, lever tôt le matin, coucher tard le soir, qui développez, parce que vous êtes maman, une résilience incroyable. Vous êtes les éducatrices. Vous êtes nos éducatrices. Vous êtes les piliers des familles. Vous êtes les piliers de notre société. C'est d'abord de la gratitude que je voudrais exprimer à votre endroit. Vous dire que l'Institut national de la femme est un havre de paix. C'est une maison du secours. C'est l'épaule sur laquelle vous pouvez vous reposer. C'est l'oreille attentive dans lesquelles vous pouvez glisser les choses que vous gardez dans le silence de vos peines, dans le silence de vos frustrations, dans le silence de vos chagrins que vous gardez
au fond du cœur. Bonne fête à chacune de vous. On vous respecte. Et je voudrais que tous les hommes, les papas, les enfants, aujourd'hui, n'oubliez pas de rendre aux mamans toute la tendresse qu'elles nous donnent. N'oubliez pas de les remercier pour les nuits blanches passées à veiller sur vous. N'oubliez pas de les remercier pour ce qu'elles donnent, c'est-à-dire leur être entier pour s'assurer que vous allez bien. Époux, fêtez vos épouses. Enfants, fêtez vos mamans. Bonne fête des mères à toutes les mamans. Restons avec l'Institut national de la femme qui a reçu ce mercredi à Cotonou le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en mission depuis quelques jours au Bénin. Le diplomate onusien est allé échanger avec les responsables de l'INF pour mieux connaître l'Institut, sa mission et ses activités. Nous allons suivre un extrait des propos du président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU après sa visite à l'INF. La présidente et son équipe ont présenté les activités de l'Institut, ce qui nous a fort intéressés et impressionnés. On a fait un tour des lieux aussi qui étaient ouverts tout récemment. Après, j'ai pu présenter à la présidente et son équipe les activités du Conseil des droits de l'homme. Et j'ai pu rassurer la présidente que les questions de discrimination de tout genre, y compris sur la base des genres, orientation sexuelle, religion et autres, c'est vraiment au centre de l'activité aussi du Conseil des droits de l'homme. Et j'ai aussi encouragé la présidente à travers l'équipe béninoise à Genève au Conseil des droits de l'homme de partager l'expérience que vous faites avec cet institut pour que d'autres pays puissent en profiter de cette belle expérience. Le Conseil lui-même offre une plateforme pour que tous les pays membres, les pays observateurs peuvent arriver pour partager leurs préoccupations, mais aussi leurs expertises nationales. Alors, s'il y a des exemples positifs pour adresser la question de l'égalité des genres, comme par exemple ici au Bénin, c'est utile pour les autres pays de les entendre, de les écouter dans le contexte de ce Conseil des droits de l'homme. Après, il y a le pilier coopération technique qui fait partie du mandat du Conseil. Alors, s'il y a des besoins au Bénin, à l'Institut pour un soutien financier, soutien technique, pour encore renforcer les travaux ici, le Bénin peut s'adresser au Conseil et puis on va faire de sorte que ce soutien puisse être assuré pour le pays, mais en particulier pour l'Institut. À la suite du président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la présidente de l'Institut national de la femme s'est aussi confiée aux professionnels des médias. Voici un extrait de ses propos. C'est vraiment un grand honneur pour l'Institut national de la femme de recevoir dans ses locaux le président de la plus haute instance au niveau international de la promotion de la protection des droits de l'homme. Je n'ai pas manqué de féliciter Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme. C'est le 9 décembre 2024 qu'il a été élu. Je l'ai félicité pour cette élection et connaissant son parcours, je ne doute pas que son mandat sera excellent. Je dis aussi que c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli le président du Conseil des droits de l'homme parce que parmi les États membres des Nations Unies, le Bénin fait partie de ceux qui sont le plus à jour, totalement à jour du dépôt de la soumission de nos rapports périodiques. Il faut rappeler que le Bénin siège au Conseil des droits de l'homme depuis 2022 et c'est avec un bon brin de fierté qu'on peut dire que nous faisons bonne figure devant le Conseil des droits de l'homme. La discussion a porté vraiment sur la présentation du modèle Institut national de la femme, le statut juridique, la mission, les attributions, le pouvoir spécial d'ester en justice, de pouvoir s'auto-saisir et de pouvoir accompagner les victimes devant les administrations et les juridictions. Le parcours d'une victime qui vient à l'Institut national de la femme a été décrit. Le maillage territorial grâce auquel l'Institut national de la femme, par le biais de ses points focaux et antennes départementales, assure
la disponibilité de ces prestations, de ces services, de sa présence sur l'ensemble du territoire a été décrit et nous avons, avec beaucoup de plaisir, reçu les encouragements du président du Conseil des droits de l'homme. Je voudrais par la même occasion remercier l'ambassadeur d'un représentant permanent du Bénin près les Nations Unies qui accompagnait le président et dire que le modèle Institut national de la femme, tout en étant en construction, sera largement partagé au niveau international par l'entremise du Conseil des droits de l'homme, tant il est vrai que ce genre de modèle, nous en avons besoin, particulièrement en Afrique, pour vaincre tous les obstacles qui, depuis longtemps, se dressent devant la lutte contre la violence à l'égard de la femme et la promotion du leadership féminin. Parlons à présent de l'hommage rendu à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Yves Edgar Monod, décédé le 4 avril 2025. Une cérémonie d'hommage empreinte de solennité et de témoignage conduite de main de maître par Olusegun Adjadi Bakari au siège du ministère à Cotonou. Retour sur les temps forts de l'événement avec Hugues Vingbe. Des gerbes et une photo hissée sur un piédestal. Le décor en dit long sur la nature de la cérémonie. Des cadres du ministère des Affaires étrangères, des ex-collaborateurs et des membres de sa famille sont rassemblés ici pour honorer la mémoire de feu Yves Edgar Monod, patron de la diplomatie béninoise de 1995 à 1996, l'homme qui s'est endormi le 4 avril 2025, muni des attributs de grand officier de la Légion d'honneur française et de ceux de commandeur de l'Ordre national du Bénin, affiche un parcours et une personnalité qui force l'admiration. De 2003 à 2007, il a été nommé ambassadeur du Bénin en France avec une juridiction qui couvre plusieurs pays européens. Par l'exercice de ses fonctions, il a pu contribuer à redorer l'image de marque du Bénin dans ces États. Sa densité intellectuelle, ses bonnes manières et sa stratégie de négociation ont particulièrement impressionné et émerveillé les fonctionnaires du Quai d'Orsay. Il fut l'un de ces bâtisseurs silencieux, ces hommes d'équilibre et de vision qui tiennent les digues quand les vents soufflent trop fort. Il ne parlait pas pour séduire, il parlait pour tenir. Il ne décidait pas pour plaire, il décidait pour construire. Et ceux qui l'ont vu à l'œuvre savent qu'il portait en lui cette noblesse ancienne, celle de ceux qui savent que servir l'État. Un hommage vibrant auquel n'est pas resté insensible les proches de l'ancien député à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, devant vous, représentants de la République, compagnons de route, membres du corps diplomatique, amis fidèles, nous ressentons une profonde reconnaissance. Reconnaissance envers vous, Monsieur le ministre, pour avoir pris une telle initiative. Reconnaissance envers l'État béninois pour avoir salué le parcours d'un de ses serviteurs les plus constants. Fort simple, la cérémonie s'est achevée par une séquence de recueillement. Lancée jeudi dernier, la 4e édition nationale de l'intermédiation du numérique et de l'innovation FONI a pris fin ce vendredi à Cotonou. Après 2 jours d'échanges et de partage d'expériences sur le thème « Financement du secteur privé et digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique », cette rencontre qui a réuni tous les acteurs de l'écosystème financier du continent africain et d'ailleurs s'est achevée sur une note de satisfaction générale empreinte de belles perspectives. Nous allons suivre. La 4e édition du Forum international de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation FONI, qui a réuni durant 2 jours ici à Cotonou les acteurs de l'écosystème financier africain et international autour de plusieurs panels, s'achève sur une bonne note. Je suis très satisfait. Les débats ont été très riches, je dirais même très denses. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que le FONI devient vraiment un cadre incontournable. Et je voudrais vraiment à cet égard remercier les autorités
Et au plus haut niveau, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Et également remercier le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, mon frère et ami Romuald Wadaïm, pour toutes les facilités qui nous ont été offertes pour pouvoir organiser ce forum à Cotonou. Remercier également tous les participants et surtout les femmes entrepreneurs. Le financement du secteur privé était au cœur des travaux du FONI. Il est donc nécessaire d'appuyer, de financer les femmes entrepreneurs et faire en sorte qu'elles puissent trouver des solutions à la problématique de financement. Je sais qu'il y a de gros efforts qui sont faits au niveau de l'État, mais les initiatives sont un peu fragmentées. Et c'est pour ça que le FONI de Cotonou a quelque chose de spécifique. Nous avons eu beaucoup d'espoir quant à l'évolution favorable de l'accès au financement des PME. Mais malgré ça, il y a toujours une petite fin qui est là. Je voudrais nous exhorter à travailler ensemble. Ensemble, nous pouvons lever les fonds. Ensemble, nous trouverons des financements pour nos entreprises. C'est pour la première fois que le FONI s'organise à Cotonou. Et comme point fort de ce rendez-vous annuel, la mise en place d'une alliance, d'un guichet unique. Moi, je voulais que ça aille au-delà simplement d'un pays, que ce soit vraiment un guichet régional autour duquel les gens pourront discuter pour plus d'efficacité dans la problématique de financement du secteur privé. Et je pense qu'on peut retenir cette date, que Cotonou, la capitale économique du Bénin, a été le pays qui a permis la naissance en fait de la réflexion de cette alliance stratégique pour garantir un meilleur financement du secteur privé avec tous les acteurs. Un compte rendu sera ainsi fait aux autorités de sorte à ce que l'initiative puisse bénéficier de leur soutien parce que la demande est là et il faut l'adresser. Yellow Mai ou Mai jaune, ainsi est baptisé le mouvement pour la prévention routière qui accompagne le mois de mai dédié à la sécurité routière. Et cette année, l'événement est couplé avec la 8e semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et la campagne de sécurité routière OSRAO, un triple événement célébré conjointement par le Centre national de sécurité routière et la police républicaine. C'est à travers un atelier d'échange organisé pour expliquer aux acteurs du secteur routier les mesures prises pour non seulement sécuriser davantage la route, mais aussi innover pour les e-paiements, des visites techniques, une journée bouclée par une opération de contrôle et de sensibilisation contre les usagers amoureux de l'excès de vitesse. Nous allons suivre. Il est 15h à Cotonou. Malgré les 42 degrés à l'ombre, ces hommes et femmes en uniforme bravent la chaleur de l'asphalte. La route semble dégagée, mais le radar de la police républicaine, bien à l'affût, n'aura aucune pitié pour les excès de vitesse. 81 et 66 en cours. C'est une mission conjointe de la police républicaine et le Centre national de sécurité routière pour le contrôle des vitesses sur le boulevard de la Marina. Quand l'usager se retrouve dans un espace aggloméré, qu'il puisse avoir le réflexe d'adapter la vitesse. En agglomération, 50 km, mais ici on a toléré 60 et pourtant vous dépassez encore les 60 km. Ce n'est pas bon. Ce contrôle routier de sensibilisation est précédé quelques heures plus tôt d'un atelier d'échange au profit de divers acteurs du secteur routier. Une activité inscrite en droite ligne de la commémoration du mois de la sécurité routière Yellow Mai, couplée avec la Semaine mondiale des Nations Unies pour la sécurité routière et l'édition 2025 de la Journée sécurité routière OSRAO. Placée sous le thème « Sécurité des déplacements à pied et à vélo », l'actuelle semaine que nous célébrons a vocation à stimuler l'action au niveau national et local pour rendre la marche et le vélo plus sûrs dans nos pays. Le combat pour la sécurité routière ne peut être gagné que dans une dynamique collective. Deux communications ont meublé cet atelier. La première porte sur le contrôle-sanction de l'excès de vitesse au Bénin et la seconde sur les fonctionnalités de la plateforme e-paiement du contrôle technique automobile. Déjà, je vais commencer par demander aux collègues conducteurs professionnels qu'il faut vraiment un changement de comportement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que la police n'est pas là pour notre mal. Au contraire, c'est pour nous accompagner. C'est une période de sensibilisation accrue, d'éducation et d'action concrète qui s'ouvre.
L'objectif est clair, renforcer la sécurité et réduire de manière significative le nombre d'accidents sur nos routes. Voilà, ce sera tout pour ce journal, mais le grand format se poursuit justement et comme je vous l'ai promis, nous parlerons de la lecture aujourd'hui. Quelle place pour la lecture de nos jours, surtout pour les enfants et les jeunes, et comment les amener à la lecture en période des vacances afin de les occuper sainement. C'est le sujet au cœur de notre entretien aujourd'hui avec notre invité de la semaine, Augustine Ouagbemavo. Voici l'intermède. Bonsoir Augustine Ouagbemavo. Bonsoir, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Vous êtes le directeur de Book Connect. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la lecture, en termes de lecture, chez les enfants et chez les jeunes? Alors, merci beaucoup, Ulrich, pour cette question. Alors, vous savez, si vous avez posé cette question à un enseignant de français, il vous dira qu'aujourd'hui, les jeunes, les élèves aujourd'hui délaissent de plus en plus la lecture. Pour preuve, les résultats aux examens, le niveau, en fait, lorsqu'ils corrigent les copies des enfants, ce qu'ils lisent. Lorsque vous faites, par exemple, l'exercice de micro-trottoir à des élèves, par exemple, vous allez entendre voilà, la manière dont ils s'expriment dans la langue de mots. Et même à des étudiants. Et même à des étudiants aussi, vous allez comprendre aisément que, voilà, en fait, beaucoup de jeunes aujourd'hui délaissent le livre, délaissent la lecture. Mais si on arrête un peu l'état des lieux avec cette phrase, c'est qu'on aurait biaiser un peu l'analyse. Il faut aller au-delà de cela et voir en fait quelles sont les vraies causes aujourd'hui de ce désamour, voilà, de ce désintérêt. Et vous voyez, en fait, il y a plusieurs raisons. Quand on va sur le plan des infrastructures aujourd'hui, est-ce que chaque ville aujourd'hui du Bénin a au moins une bibliothèque? Est-ce qu'il y a assez de bibliothèques aujourd'hui dans nos écoles, dans nos collèges, dans nos lycées aujourd'hui pour inciter davantage les jeunes à lire? Vous voyez aujourd'hui, la technologie a évolué, le numérique aujourd'hui est omniprésent dans tous les secteurs d'activité et les jeunes, les élèves sont de plus en plus intéressés à aller vers le numérique, à aller vers voilà, le portable, la télé et autres. Et donc, c'est normal qu'à un moment ou à un autre, si nous ne changeons pas de paradigme aujourd'hui, nous allons malheureusement laisser davantage les jeunes en fait aller vers ce désamour-là pour le livre et pour la lecture. Il y a des bibliothèques qui sont un peu partout, même s'il n'y en a pas suffisamment. Il y a aussi des livres qui sont toujours là et qui traînent la poussière. Exactement. Est-ce que justement le fait qu'il n'y ait pas assez d'infrastructures en termes de bibliothèques véritablement est la cause de ce désamour, de ce désintérêt chez les jeunes? Alors j'aime bien dire que cela fait partie du problème, mais ce n'est pas que ça seul. Lorsque vous prenez par exemple nos parents à la maison, combien de parents aujourd'hui, lorsque c'est l'anniversaire de leurs enfants, mais lorsque c'est la fête de fin d'année, réfléchissent et disent, ok, je vais changer de paradigme, au lieu d'acheter tout le temps des jouets, le gâteau et tout, je vais ajouter un livre au cadeau traditionnel que j'offre à mon enfant. Voilà. Et donc, cela permet, vous voyez, de montrer un autre visage à l'enfant et de lui montrer que il n'y a pas que les cadeaux traditionnels, mais il y a aussi les livres à côté. Même dans les écoles aujourd'hui, nous avons commencé avec une expérience de bibliothèque mobile, mais vous voyez, les acteurs du monde éducatif aujourd'hui contribuent également, malheureusement, pour l'expérience que nous avons fait à ce désamour. Je vous cache un peu juste le nom de l'école, mais un directeur d'école qui refuse qu'on déploie une bibliothèque mobile à ses apprenants, par exemple. Vous voyez? Et donc, parfois, en fait, c'est plusieurs facteurs en fait, qui ont contribué aujourd'hui voilà, à ce d'amour qu'on voit aujourd'hui auprès de nos enfants et auprès des jeunes et des élèves un peu. Oui, mais vous l'avez dit tout à l'heure, nous savons qu'il y a beaucoup de documentaires aujourd'hui, des films, beaucoup de choses qui s'apprennent aussi par Internet. Voilà. Que gagnent concrètement les enfants aujourd'hui à aller vers le livre? Alors, aujourd'hui, un élève qui lit, ce qu'il gagne, moi j'aime bien dire, va au-delà, voilà, en fait, déjà, les avantages classiques qu'on connaît, l'amélioration du vocabulaire, voilà, le niveau d'expression écrite, orale et tout, voilà, l'orthographe et tout cela, mais il faut aller au-delà. Lire aujourd'hui a des bienfaits même sur votre santé. Lorsque vous passez ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes aujourd'hui à lire, vous guérissez vous-même. Vous voyez, le niveau de stress que vous avez diminue. Il y a énormément de bienfaits sur le plan de la santé aujourd'hui que l'élève, que l'enfant gagne aujourd'hui à lire. Et déjà, quand on prend un élève, pour l'élève, c'est obligatoire, il doit nécessairement lire. S'il ne lit pas, il ne peut pas améliorer son niveau d'expression, il ne peut pas comprendre même l'exercice en mathématiques, en SVT ou en physique qu'il a devant lui. Et donc, aujourd'hui, lire est obligatoire. La lecture s'impose à tous les élèves aujourd'hui, à tous les jeunes, même à vous et à moi. Ouais. Nous devons nécessairement trouver
le petit temps pour passer ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes à feuilleter les pages d'un livre. Tout ce qu'on gagne aujourd'hui, vous voyez, et après quand on lit, cela reste pour la vie. Ce que vous gagnez, c'est pour la vie. Les mots que vous allez lire, l'expression, l'histoire, votre imagination, votre intellect, votre culture générale, tout ce que vous allez voir dedans, vous allez garder cela pour la vie. Et donc, au-delà de tout ce qu'on dit, il faut quand même motiver les uns les autres à davantage revenir à la lecture. Il faut qu'on incite les élèves aujourd'hui à trouver les voies et moyens pour davantage feuilleter les pages d'un livre. Oui, on sait que vous êtes le directeur de Book Connect et vous êtes donné le pari de reconnecter les enfants et les jeunes à l'aventure livresque. Ouais. Qu'est-ce qui a amené Book Connect à s'intéresser à la promotion de la lecture et du livre sous toutes ses formes? Alors, nous avons fait en fait une expérience, je dirais, formidable depuis 2017, de 2017 jusqu'à 2022, où en fait, nous allions dans les écoles avec notre bibliothèque mobile, où nous prêtions des livres aux élèves, ils allaient lire à la maison, ils nous les ramenaient contre un petit montant qu'ils payaient. Et cela a été un peu le déclic pour nous. Contrairement à ce qu'on pense, les enfants veulent lire. Hein. Ah bon? Oui, ils ont au fond de cet amour-là, cette envie de feuilleter les pages d'un livre, de lire un peu, de passer un peu de temps à lire. Mais le problème, c'est... Il y en a qui veulent seulement regarder les dessins aussi. Ils veulent juste regarder les dessins. Mais c'est déjà un bon début. Vous voyez, du dessin, du regard du dessin, après à lire un roman, à lire un recueil de nouvelles, à lire une pièce de théâtre, c'est petit à petit. Et donc, nous, cela a été cette expérience-là qui a été un peu le déclic pour nous. Et on a vu l'engouement, l'intérêt des jeunes. Lorsqu'on débarquait dans leur école, il y a même des élèves qui se privaient même de leur petit déjeuner pour venir prêter des livres chez nous. Wow. C'est pour vous dire à quel point l'envie est là, le besoin est là, mais qu'est-ce qu'on fait pour satisfaire ce besoin? Si nous ne changeons pas de paradigme et qu'on reste toujours dans l'ancienne formule de OK, il faut aller à la bibliothèque, il faut parcourir, quitter ta maison, prendre le ZEM, aller à la bibliothèque, va t'asseoir à la bibliothèque et lire. Si on ne change pas de paradigme, on ne va pas s'en sortir. Et donc nous nous sommes dit, OK, comment on change la manière de faire les choses? Au lieu que ce soit vous qui vous déplacez vers le livre, que ce soit le livre désormais qui se déplace vers vous. Ouais. Il y a beaucoup de parents aujourd'hui, quand ils ont besoin d'un livre, ils doivent parcourir plusieurs kilomètres. Si on brise ces barrières-là, avec Internet aujourd'hui, nous avons pu digitaliser tout le process d'achat aujourd'hui en librairie classique. Nous l'avons digitalisé aujourd'hui et un parent peut rester chez lui et accéder au livre où qu'il soit aujourd'hui. Des personnes qui vivent en Europe aujourd'hui, des gens de la diaspora, peuvent aujourd'hui, grâce à ce que nous avons mis en place, commander un livre, avoir un livre où qu'il soit, sans se déplacer depuis le confort de leur maison. Et pour nous, ça a été la stratégie pour changer un peu de paradigme et davantage amener le livre devant les uns les autres et davantage dans les maisons. Oui, et nous avons constaté que vous n'êtes pas resté seulement au niveau de la lecture. Oui. Vous avez organisé plusieurs concours de lecture. Qu'est-ce que ces concours ont apporté de façon concrète à ces apprenants? Alors, comme je le disais tantôt, il faut qu'on puisse changer de paradigme. Il faut qu'on change d'approche aujourd'hui. La technologie a évolué, tout a évolué aujourd'hui. Et si on ne change pas donc de manière d'approche, on ne peut pas changer, on ne peut pas amener les jeunes aujourd'hui à changer d'habitude. Et dans cette dynamique-là, nous, à notre niveau, au niveau de notre équipe, nous avons mis en place des initiatives, dont le concours qu'on appelle concours vacances en lecture, qui amène les jeunes, pendant les vacances, les élèves surtout, pendant les vacances, à lire, à faire ce qu'on appelle des fiches de lecture et à après faire un exercice oral devant un jury. Et lorsque vous me demandez ce qu'ils gagnent, vous voyez, au début de cette aventure, les enfants lisaient 8 livres en 8 semaines. 8 litres. 8 livres en 8 semaines. Wow. Et je vous assure, le premier retour, c'est que des parents disent, mais je n'ai jamais vu mon enfant se concentrer, prendre du temps autant sur un livre et se donner à fond. L'enfant lit, mais il n'y a pas que la lecture, mais il fait des fiches de lecture. Des parents nous ont rapporté que leurs enfants, tout le temps, les dérangeaient, leur posaient des questions. Ah, comment je fais telle chose ici, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois mettre ici. Vous voyez, il y a la curiosité. Il y a la curiosité. Ouais, le fait qu'il y avait un challenge les a motivés à davantage à aller de l'avant. Et donc, pour nous, ouais, c'est un concours aujourd'hui qui a sa 6e édition. On va revenir sur les détails tout à l'heure. Oui. Mais nous avons eu des enfants qui s'inscrivaient de la 2e édition jusqu'à la 5e édition. C'est-à-dire, chaque année, ils reviennent encore pour compétir, pour participer au challenge. Et à la 5e édition, il y a une des lauréates qui était là depuis la 2e édition, qui, voilà, chaque année, se rapprochait un peu de la première place. Et à la 5e édition, c'est elle qui a été voilà, l'une de nos lauréates. C'est pour dire en fait que, une fois encore, contrairement à ce qu'on pense, l'envie est là, le besoin est là. Il faut stimuler. Et nous, en mettant en place un concours où on challenge les enfants, on leur dit, il y a un prix en jeu, il y a un parcours à faire. Et mieux encore chez nous, c'est l'enfant lui-même qui choisit les livres qu'il veut lire. On va revenir en détail tout à l'heure là-dessus. Oui.
C'est vrai que vous avez organisé beaucoup de concours, mais est-ce que vous avez eu des retours positifs au niveau des écoles? Alors, aujourd'hui, les écoles, que l'on veuille ou pas, constituent un maillon important dans le dispositif de promotion de livre et de la lecture. Parce que c'est à l'école qu'on rencontre les enfants, c'est à l'école qu'il y a l'enseignant qui déroule son programme et tout. Alors oui, nous aujourd'hui, on a une cinquantaine d'écoles partenaires avec nous qui toujours aussi nous ouvrent leurs portes, et je profite déjà pour remercier toutes ces écoles-là qui croient en nous, qui chaque année nous ouvrent les portes de les classes pour qu'on puisse faire un peu la communication autour de nos activités. Et oui, eux aussi, ils gagnent énormément. Vous voyez, le concours a lieu pendant les vacances. Lorsque l'enfant lit autant de livres, fait les fiches de lecture et autres, à la rentrée prochaine, lorsqu'il va mieux travailler en classe, l'école ne va plus nous appeler pour dire « Ah, mais apparemment, votre histoire là, c'était intéressant. » Non, l'école gagne en ayant davantage de meilleurs élèves qui travaillent et de bons résultats aux examens ou en classe. Et donc oui, eux aussi, ils gagnent énormément avec nous et nous font également de bons retours positifs aussi. Ouais. On sait que la vacance est pour bientôt, pour 2025 justement. Et qu'est-ce qui est prévu cette année pour les enfants, les jeunes apprenants? Les jeunes apprenants, effectivement. Alors cette année, nous sommes à la 6e édition de ce concours. Ouais, c'est un concours qui fait du chemin. Nous sommes à la 6e édition. Et pour cette 6e édition, les enfants seront amenés à lire 5 livres en 5 semaines, rigoureusement. Alors, nous aurons une cérémonie de lancement, d'accord? Et donc, tous les inscrits seront invités donc, à venir choisir eux-mêmes les livres qu'ils veulent lire. Ils vont lire, ils vont faire des fiches de lecture qu'on va corriger, que des professeurs de français corrigent. Et là, je profite aussi pour remercier ces professeurs bénévoles, vraiment, qui nous encouragent dans cette initiative-là. Et donc, on va corriger les fiches de lecture. Et les meilleurs maintenant vont en finale. À la finale, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils auront à faire? Ils vont présenter un livre béninois ou africain. Béninois ou africain. Ça, c'est la prochaine question que je m'apprêtais à poser justement. Allez-y, nous laisse finir. Ok, et donc de façon orale devant un jury, et c'est là que nous avons déterminé les meilleurs. Il faut préciser que les participants sont répartis en 3 catégories. Il y a les juniors, les 10 à 13 ans, les seniors de 14 à 18 ans et les adultes 18 ans et plus. Donc même vous, le Chigawa, vous pouvez décider de vous inscrire à ce concours-là et de dire, bon, bah voilà, je vais passer un peu de temps aussi à lire. Et donc, c'est quelque chose qu'on fait. Et je vous assure, sans fausse modestie, c'est l'une des meilleures initiatives aujourd'hui de promotion de livres adressées aux jeunes aujourd'hui. Vous voyez, l'enfant lit, il écrit et après il parle. C'est tout un parcours. Et pour finir, on a l'ambition pour nous aujourd'hui, c'est d'aller au-delà et d'ajouter même et d'amener ces enfants-là à être de jeunes auteurs. Ouais. Un élève qui lit 5 livres en 5 semaines, fait une bonne fiche de lecture, qui après fait un travail d'expression orale où il défend un livre béninois africain, qui après passe en résidence d'écriture et en mieux en fait, vous voyez, de pouvoir créer, vous voyez, quelque chose. Donc c'est un concours vraiment assez formidable et voilà, j'invite les uns les autres, les parents, les écoles, voilà, les partenaires aussi qui nous soutiennent dans cette aventure. Voilà. Ouais. Certainement qu'il y a beaucoup de parents actuellement et même beaucoup d'enfants qui nous suivent actuellement. Là, on parle de la lecture et là, on voit aussi quelqu'un qui est en train de stimuler la lecture à sa manière. Il y a certainement des enfants qui veulent le suivre actuellement. Si on doit s'inscrire, comment ça va se passer? Oui. Alors, pour faire ça, il faut juste aller sur Facebook ou sur Google, vous tapez concours vacances en lecture. Vous allez voir la page d'inscription, on est bien référencé. Sur Facebook, il y a les numéros de téléphone que vous allez voir. Et donc l'inscription, tout se fait en ligne une fois encore chez nous. Le concours est ouvert, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut participer. Les enfants sont à la maison, c'est les vacances, ils sont libres. Au lieu de regarder tout le temps la télé, de s'ennuyer, de voyager, de jouer au foot tout le temps, inscrivez-les à cette aventure-là, vous allez voir. Vous allez voir du neuf, vous allez voir voilà, tout l'avantage. Merci quand même à vous pour cette belle initiative. Merci aussi à tous ces professeurs bénévoles justement qui nous ont permis d'avoir des précisions sur ces concours-là et savoir qu'il y a des jeunes qui aident aussi les apprenants à améliorer leur amour pour la lecture parce que vous l'avez dit, l'amour est là, l'envie est là. Mais il faut quand même stimuler, voilà. Il faut créer la dynamique qu'il faut pour pouvoir susciter l'engouement autour. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie aussi. Voilà, je profite aussi pour remercier aussi vous les hommes des médias qui nous permettez également vous nous permettez énormément de communiquer autour de cette initiative. C'est notre manière d'accompagner justement aussi, voilà, je vais faire un clin d'œil à nos partenaires, je ne vais pas les citer, mais juste leur dire un clin d'œil pour dire vraiment merci pour leur appui, leur confiance à notre jeune structure. Ouais. Merci à vous pour cette belle entreprise qui ramène les enfants vers les livres. Certainement qu'à travers cette initiative, de meilleures performances seront enregistrées dans nos écoles pour les examens de fin d'année. Et c'est aussi bon pour la culture générale, vous le savez. Merci d'être passé sur ce plateau du grand format. Merci beaucoup, Jigama. Oui.
Nous allons à présent suivre le récapitulatif de l'actualité de la semaine. Voici la revue de presse hebdomadaire réalisée par Assion Mokani. Assion. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le chef de l'État béninois était au Qatar en visite officielle. Les journaux ont largement relayé son séjour. C'est le cas du journal Le Matinal qui précisait que dans le cadre de sa visite de travail au Qatar, le président de la République, Patrice Talon, s'est rendu le lundi 19 mai 2025 au Musée national du Qatar à Doha. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de coopération culturelle et diplomatique entre les deux pays, accueilli par son Excellence Sheikha Al-Mayassa, présidente du musée. Le chef de l'État a pu découvrir l'architecture remarquable du bâtiment ainsi que les expositions retraçant l'histoire, la culture et le développement économique du Qatar. La visite a été marquée par un échange en tête-à-tête enrichissant autour des possibilités de collaboration culturelle entre le Bénin et le Qatar, notamment en matière de préservation du patrimoine, de promotion de l'art contemporain africain et de coopération muséale. Pour la presse du jour, cette dynamique s'inscrit dans une volonté partagée de promouvoir une diplomatie culturelle ambitieuse entre la République du Bénin et l'État du Qatar. Le Qatar a également exprimé sa volonté, à en croire Bénin intelligent, d'accompagner les priorités de développement du Bénin, notamment dans les secteurs des infrastructures, de la santé et de l'éducation. La nation renseignait sur les retombées de la visite pour parler d'un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou spéciaux, un protocole d'accord sur la mise en place d'un mécanisme de consultation politique et diplomatique, un protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, un accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un protocole d'accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats des gens de mer, un protocole d'accord de coopération dans les domaines du tourisme et des événements d'affaires. Le même journal qui s'est intéressé à une rencontre du parti de l'opposition pointait que réunis le dimanche 18 mai à Cotonou, les responsables du parti Les Démocrates ont échangé avec des journalistes et influenceurs dans le but de sensibiliser l'opinion publique sur les points d'inquiétude qu'ils relèvent dans la dernière version du code électoral. L'article 132 qui définit les modalités de parrainage pour les candidats à la présidentielle est au centre de leur critique. Ce test impose en effet à tout candidat de réunir le soutien d'au moins 15% des députés et ou maires répartis sur au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives. Un seuil que le parti dirigé par l'ancien président Boni Yayi juge trop élevé et défavorable à l'opposition. Avec nos 28 députés, nous atteignons tout juste le minimum requis. Mais il suffirait qu'un seul soit empêché ou contraint à se retirer pour que nous ne puissions plus présenter de candidats, a alerté Guy Tokbe, secrétaire national à la communication du parti. Pour lui, cette règle fait peser une instabilité permanente sur la candidature de toute figure issue de l'opposition. Le journal d'insister alors que le parti Les Démocrates demande un assouplissement du parrainage. Et avec l'autre quotidien, on pouvait lire dans l'affaire poursuite pour fait présumer de corruption que Richard Boni-Ouourou et ses co-détenus encourent de lourdes peines. Des explications de fraternité, il était question de ce que Richard Ouourou et ses co-accusés retournent derrière les barreaux. C'est ce qui ressort de leur audition et instruction à la Criette au petit matin du jeudi 22 mai 2025. Le procureur spécial de la Criette, Mario Metonou, a révélé que Richard Ouourou a reconnu avoir versé une somme de 7 millions de francs CFA au directeur général des partis politiques et affaires électorales. De son côté, le fonctionnaire concerné a admis avoir effectivement reçu
5 millions. Cette somme a d'ailleurs été retrouvée lors d'une perquisition à son domicile. Le dossier est désormais en instruction. Richard Ouourou et ses 2 co-accusés sont poursuivis pour corruption d'agents publics, précisait le journal. Conformément aux dispositions en vigueur, ils encourent des peines allant de 5 à 10 ans de prison s'ils sont reconnus coupables. Les 3 hommes restent donc en détention provisoire le temps de la suite de la procédure. Et puis l'économiste du Bénin rapportait que le Conseil des ministres de mercredi a adopté diverses décisions, dont la fixation des prix de cession des intrants et d'achat de coton-graine. Pour la nation, les prix ont été homologués le mercredi 21 mai en Conseil des ministres. Ainsi, le coton-graine conventionnel sera payé à 300 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et à 250 francs CFA pour le deuxième choix. Pour le coton-graine biologique, le prix est de 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et 310 francs CFA pour le deuxième choix. De la même manière, les prélèvements destinés aux fonctions critiques sont fixés à 13 francs CFA le kilogramme de coton-graine et à 5 francs CFA le kilogramme de coton-graine pour la réserve stratégique. De son côté, Fraternité indiquait que le secteur de la boulangerie sera touché par la dynamique des réformes en cours au Bénin. En effet, le diagnostic récemment établi par les autorités a mis en lumière de nombreuses insuffisances dans la chaîne de production du pain, des faiblesses juridiques aux normes sanitaires peu rigoureuses, en passant par des méthodes artisanales souvent vétustes. Le secteur a besoin d'un nouveau souffle. Le gouvernement a donc décidé de revoir les règles du jeu pour assurer un meilleur encadrement technique et sanitaire. Au cœur de cette réforme, plusieurs innovations sont annoncées. Un guide technique d'installation d'une unité de boulangerie sera mis à disposition pour orienter les porteurs de projets sur les standards à respecter. Il sera accompagné d'un guide des bonnes pratiques de production ainsi que des normes à suivre pour garantir un pain sain et de qualité, quel que soit le coin du pays. C'était la revue de presse hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Avec Canal+, passez au haut niveau. Jusqu'à la fin du mois de mai, pour 2000 francs CFA en plus sur votre formule habituelle, profitez de la formule supérieure pendant 30 jours. Pour le faire, c'est simple. Pour les abonnés MTN Mobile Money, tapez étoile 890, puis 2, puis 5. Choisissez l'option 2, changer d'offre, suivez les instructions.
Si d'habitude, vous vous réabonnez à Access 5000 francs CFA, choisissez Évasion pour l'avoir à 7000 francs CFA au lieu de 10 000 francs CFA. Si d'habitude, vous vous réabonnez à Évasion, 10 000 francs CFA, choisissez Évasion Plus pour l'avoir à 12 000 francs CFA au lieu de 20 000 francs CFA. Si d'habitude, vous vous réabonnez à Évasion Plus 20 000 francs CFA, choisissez tout Canal Plus pour l'avoir à 22 000 francs CFA au lieu de 40 000 francs CFA. Profitez de cette aubaine pour suivre les meilleurs programmes du moment. L'offre est également disponible en boutique Canal Plus. Pour plus d'infos, appelez le 70 55 ou écrivez-nous via notre page Facebook Canal Plus Bénin. Retour en plateau avec notre invité média. Bonsoir Arnaud Doumaron. Bonsoir cher ami. Bonsoir téléspectateurs. Vous avez suivi certainement l'actualité de la semaine et comme d'habitude, nous allons décrypter 3 sujets phares. Vous êtes prêts? Tout à fait. Sûr? Bien sûr. D'accord. Le tout premier, c'est la récente visite du président Patrice Talon au Qatar. Le chef de l'État nous a habitués pendant longtemps à l'envoi d'une délégation. Mais cette fois-ci, il était lui-même aux commandes sur le terrain. Quelle lecture faites-vous de cette image? Non, je crois déjà que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que le premier des Béninois, le premier site de citoyens béninois puisse quand même se déplacer lorsqu'il s'agit quand même de certains niveaux de représentativité en matière de délégation. Ouais. Et lorsque, vous voyez, je crois que Patrice Talon ne sort pas n'importe comment, sans doute que... en raison des cibles et des enjeux. C'est parce que l'enjeu était de taille. Voilà, c'est ce que je veux dire. En raison des cibles et des enjeux, il effectue ces genres de sorties. Donc, pour vous dire que si le chef d'État est allé au Qatar, c'est sans doute certainement que les ambitions avec ce pays-là, les enjeux aujourd'hui par rapport aux différentes mesures prises, notamment en matière de tourisme, en matière d'art et de culture, oui. Tout cela mis ensemble. Et aujourd'hui, vous avez entendu parler également par rapport à cette visite-là de la facilité par rapport au visa et également de la création d'une ligne directe entre le... Justement, il y a des retombées qui sont annoncées, des expositions conjointes entre les deux pays et même une ligne aérienne, comme vous le dites, directe Bénin-Qatar. Et on parle même déjà de la compagnie Amazon, même si le nom n'est pas encore officiel, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ceci? Moi, je crois que tout cela est heureux. Et je me suis dit également, quelque part aussi, vous savez que le Bénin a bien envie n'a pas abandonné son ambition d'être un pays producteur du pétrole. Et donc, je crois que tout cela mis ensemble, l'un peut cacher l'autre. Et dans cette visite-là, déjà, je crois que tout ce qui est annoncé pour le moment est à saluer. Et la délégation, le Qatar aujourd'hui, quand même, c'est l'un des pays avec lesquels il faut compter en matière de ressources, en matière de disponibilité, de moyens, de ressources, d'images également. Donc, je crois que le Bénin fait bien quand même de se positionner comme cela se fait là en matière de culture et d'art. Parce que vous savez que désormais, avec le retour des biens, avec également le retour des trésors royaux, avec également la question que nous mettons sur orbite aujourd'hui, les Vodun Days, nous essayons de vendre autrement la destination Bénin. Oui. Et lorsque vous avez une ligne directe, vous facilitez à la fois les affaires en matière de commerce, mais également, vous facilitez également les affaires en matière de culture, en matière d'art et de culture, les visites, tout ce que cela peut impliquer en termes de retombées au plan financier pour le Bénin. Ouais. Deuxième sujet pour vous, Arnaud Doumaron, la réforme annoncée dans le secteur de la boulangerie. Le Conseil des ministres de ce mercredi a pris certaines décisions, certainement que vous les avez lues, pour assainir justement le secteur. Doit-on se réjouir en disant enfin des mesures fortes où se dit nous ne sommes pas sortis de l'auberge, surtout quand on se souvient des réformes en Sarweta, qui sont des réformes ancêtres de ces réformes-là, mais qui ont accouché d'une souris. Évidemment, c'est comme si vous lisez dans mes pensées. Ah oui. Il y a eu beaucoup de réformes. Il y a toujours des réformes annoncées dans le secteur de la boulangerie. Vous savez que on n'y parvient toujours pas.
Premièrement, d'abord parce que la matière première, le blé, nous ne sommes pas producteurs de cette matière première-là. Deuxièmement, parce que également, par rapport à l'encadrement des acteurs du secteur, on ne sent pas véritablement cet encadrement, cet accompagnement de ce secteur-là. Parce que une chose, c'est de sévir, une chose est de dire ça ne va pas, mais une chose est également d'accompagner le secteur pour quand même amener les acteurs quand même à améliorer les pratiques. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que je peux dire que le secteur de la boulangerie est l'un des secteurs, de mon point de vue, quand même un peu plus abandonné, parce que c'est un secteur assez délicat et c'est un secteur que nous sollicitons pratiquement tous les jours. Je ne sais pas combien de Béninois ne mangent pas une baguette de pain. J'ai dit même pour certains en une journée, sinon en une semaine, sans quand même consommer de leurs produits, de ces produits-là. Je ne crois pas. Donc je crois que c'est un secteur véritablement crucial en matière d'ailleurs de sécurité alimentaire, en matière également de santé. Donc je crois que c'est un secteur très délicat, mais j'ai souvent eu l'impression que on n'a pas toujours trouvé juste là. En tout cas, on se cherche toujours on n'a pas encore trouvé le bon bout pour essayer non seulement d'aller dans le sens de la réglementation comme cela se doit, mais surtout dans le sens de l'accompagnement au regard de la place qu'occupe ce secteur-là pour le citoyen béninois. Oui. Selon vous, est-ce que les nouvelles dispositions annoncées pourront véritablement améliorer la qualité du pain consommé par des millions de Béninois ou faut-il aller encore plus loin dans la mesure? Non, je pense, comme je l'ai dit, je ne peux pas... Je reste sceptique, en quelque sorte, pour dire que j'ai l'impression... Pourquoi sceptique? On fait beaucoup de surplace avec le secteur de la boulangerie. Beaucoup de secteurs ont bougé sous le régime Baptiste Talon, mais pour un secteur comme le secteur de la boulangerie, vous avez l'impression qu'on fait beaucoup de surplace. On annonce et puis on veut aller, peut-être on veut forcer les acteurs à aller dans une direction, mais au même moment, on se rend compte qu'ils ont des réalités, il y a certaines réalités qu'on n'arrive pas à corriger ou qu'on ne parvient pas encore suffisamment, on n'a pas peut-être les ressources qu'il faut. Pourtant, vous l'avez dit, c'est un secteur assez sensible et il y a beaucoup de Béninois qui consomment justement cette denrée. Mais justement, et c'est pour ça que je dis, il faut d'abord constater que les acteurs ont des problèmes réels. Les écouter et voir dans quelle mesure d'abord les accompagner. Parce que vous savez, on a l'impression d'aller directement dans le sens de la répression, de la rigueur. Il faut que, je suis d'accord, parce qu'il faut quand même le respect des normes sanitaires. Oui. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des inspections qui circulent et qui viennent dans votre boulangerie, lorsqu'il n'y a pas un minimum de conditions d'hygiène, je crois que vous allez quand même subir la rigueur de la loi. Mais je dis qu'au-delà de ça, il faut régler, il ne faut pas juste... il faut aller au fond des choses pour essayer quand même d'écouter les acteurs, les accompagner et au même moment préserver la vie des citoyens que nous sommes. Et surtout, vous savez que nous avons beaucoup dit, lorsque vous prenez par une certaine matière de la boulangerie, vous vous demandez, mais la source, la matière première, il faut qu'on arrive à traverser cette matière première-là. Nous avons des gens qui font beaucoup de la recherche sur comment est-ce qu'il faut travailler telle farine, il faut pour réduire la dépendance de notre pays par rapport au blé, par rapport à tel. Donc je crois que c'est un travail de fond qu'il faut faire. Et si le gouvernement revient une nouvelle fois à la charge, je veux croire que cette fois-ci, les fruits vont tenir la promesse des fleurs. Oui, on se souvient aussi que chaque fois qu'il y a tentative de réforme, il y a aussi cette riposte qu'on reçoit du côté de la part des promoteurs qui subitement augmente aussi le prix du pain. Est-ce que nous ne risquons pas de nous retrouver encore dans ce jeu de ping-pong? Évidemment. Et c'est pour ça qu'après le gouvernement recule, après les acteurs disent, mais voilà les difficultés que nous avons. C'est de ça que je parle. Lorsque on va directement dire, bon, la rigueur, on veut désormais faire tel contrôle, pendant ce temps, on ne prend pas suffisamment en compte les préoccupations des acteurs. Et lorsqu'on veut opérationnaliser maintenant les mesures prises, qu'on se rend compte, mais quelque part, nous ne pouvons pas aller plus loin parce que justement, devant nous, il y a telle réalité qui ne dépend pas forcément de ces acteurs-là. Et c'est pour ça que je parle donc de la prise en compte de ces préoccupations-là pour nous éviter encore une fois de faire un pas en avant et deux pas en arrière dans un secteur aussi sensible que le secteur de la boulangerie. Ouais. Troisième sujet, nous sommes dans le mois de mai, voilà, et chez les préinventeurs de la sécurité routière, on parle beaucoup plus de Yellow Mai ou Mai jaune.
c'est-à-dire les grandes décisions en termes de sécurité routière au plan mondial sont prises dans le mois de mai. Et au Bénin, le Centre national de sécurité routière continue de sensibiliser, vous le savez. La police républicaine ne baisse pas non plus les bras. Les opérations se multiplient, de contrôle bien évidemment se multiplient, mais chose curieuse, les accidents sont toujours présents sur nos axes routiers et les infractions au code de la route sont légion. Au regard de ce tableau, doit-on parler d'incivisme des usagers ou plutôt d'inefficacité des sensibilisations et des opérations de contrôle? Je crois que ce sont les deux, hein, parce que ne peut pas ne pas parler d'incivisme des usagers, puisqu'il arrive souvent, bien souvent, lorsque vous arrivez à des carrefours, parfois même sensibles, que vous voyez quand même que des usagers qui brûlent le feu, allègrement le feu. Et également, vous voyez des gens également... Et pourtant, ils savent qu'ils doivent s'arrêter. Ils doivent s'arrêter si le feu rouge. C'est le feu rouge. Vous voyez également des usagers qui roulent en sens contraire. Et puis, il y a dans certaines communes, les gens sont très forts dans cette matière-là. Je ne vais pas stigmatiser une commune, mais je vais rester un peu dans la zone de Boycon et environ. Ce que j'ai vu, c'est pas la joie. Je suis resté un peu dans la zone de Paracou, ce que j'ai vu, c'est pas la joie. Vous voyez, à Cotonou, nous parlons d'incivisme, mais parfois quand on rentre à l'intérieur du Bénin, on se rend compte que ce que nous appelons l'incivisme à Cotonou, c'est encore rien du tout par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Ouais, donc, on ne peut pas ne pas reconnaître quand même que les actes d'incivisme sont quand même légion sur les axes routiers. Et les policiers, quand même, ils font leur devoir. Ils font le devoir, on le constate tout le temps, ils font le devoir. Oui. Et donc, je pense surtout également au fait que cette fois-ci, nous avons également beaucoup de chantiers dans la ville. Et sur certains axes, c'est extrêmement difficile. Et parfois, vous avez l'impression que les agents, également les forces de l'ordre aussi, ne savent pas comment est-ce qu'il faut gérer cette situation-là. Parce que parfois, vous voulez circuler, vous vous rendez compte que vous évoluez, vous arrivez au carrefour que vous avez pris peut-être par là hier, peut-être le soir. Le lendemain, vous revenez, c'est déjà fermé. Alors que vous venez de faire le parcours jusque-là. Alors là, on essaie de trouver des raccourcis. Et à ces moments-là, parfois, la police est là, mais parfois, elle ferme les yeux parce que, bon, face à l'évidence, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chantiers dans les villes, beaucoup d'infrastructures routières. C'est vrai, c'est pour notre bien, mais au même moment... Oui, mais les chantiers n'encouragent quand même pas l'incivisme. Mais ça rend véritablement difficile la circulation. Si quelqu'un vous dit aujourd'hui qu'on circule plus facilement dans les grandes villes, en tout cas pour ce que nous voyons à Cotonou, ça ne se fait pas tout à fait vrai. Nous circulons, mais avec beaucoup de difficultés aujourd'hui. Et peut-être, je ne sais pas, avec les entreprises, je ne sais pas si il faut vous avez l'impression qu'on n'avait pas les questions de déviation. Oui. Les questions de déviation posent vraiment problème. Parce que vous avez l'impression que, je ne sais pas, on va à rythme des travaux et véritablement, on ne voit pas les questions de déviation. Oui, donc, venez, lorsque vous arrivez sur le carré, il faut que vous vous rendez compte, mais il y en avait pris par là, et déjà, il n'y a aucune orientation, et puis la route est barrée. Et donc, vous voyez, tout cela peut créer des accidents. Donc, je crois qu'au niveau des entreprises aujourd'hui, qui travaillent également pour nous, pour le bien du pays, il faut quand même que ces acteurs-là puissent savoir que la question de déviation, c'est aussi une question de sécurité, non seulement pour l'usager, mais également par rapport aux travaux. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on est en train de faire de la sécurité routière sans prendre en compte cet aspect des choses. Ouais. Mais également, le Centre national de sécurité routière, là, vous avez de moins en moins les agents sur le terrain. Vous savez, dans un passé récent, vous voyez régulièrement les agents, les centres de sécurité routière, vous les voyez aux côtés de la police. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez encore l'impression de les voir. J'ai l'impression peut-être que les chiffres des accidents ont peut-être reculé. Il y a peut-être un recul des chiffres d'accidents par rapport à la question de la gestion des pistes cyclables qui sont devenues une réalité aujourd'hui, par rapport au port de casque aujourd'hui, même si ce n'est pas encore, tout n'est pas encore réglé, mais peut-être qu'il y a eu baisse des chiffres, des statistiques, et aujourd'hui, il y a eu baisse d'activité, de mon point de vue, au niveau du Centre national de sécurité routière. Vous ne voyez plus les agents comme cela se doit aux côtés de la police. Vous voyez maintenant, lorsque nous parlons de ces chantiers-là aujourd'hui, on a besoin quand même de voir les agents du Centre national de sécurité routière. On a besoin de leur présence au niveau de ces chantiers-là, quand même pour orienter, parce qu'aujourd'hui, la veille, vous ne prenez pas ce même tronçon-là. Le lendemain, vous revenez, il y a un grand changement. Donc, je crois qu'il faut que, au niveau du Centre national de sécurité routière, que les agents reviennent sur le terrain. Je ne sais pas si c'est des ressources qui manquent aujourd'hui, parce que je ne sais pas comment ils s'organisaient par rapport au déploiement de ces agents-là. Mais aujourd'hui, vous les voyez rarement sur le terrain.
Oui. On sent que vous avez un réel problème avec les déviations non annoncées, mais vous avez bien parlé justement de l'incivisme des usagers. A priori, on n'a quand même pas besoin du policier pour savoir qu'il faut protéger sa propre vie. Mais pourquoi autant de résistance au respect du code de la route? Vous voyez parfois des usagers, motocyclistes bien évidemment, qui mettent leur casque entre les jambes en roulant, et c'est peut-être à la vue du policier qu'on met le casque sur la tête. Est-ce que les casques sont faits pour les polices, pour protéger la vie des policiers ou pour protéger la vie de l'usager? Et vous voyez certains même, vous l'avez dit tout à l'heure, qui brûlent les feux. En brûlant les feux, ils peuvent se faire heurter par un autre engin, un autre véhicule qui vient dans le sens contraire. Pourquoi attendre nécessairement le policier pour pouvoir respecter le code de la route? Moi, je dirais que ça, c'est l'humain que nous sommes. C'est l'humain que nous sommes. Ne sommes pas toujours ancrés au respect des normes. Et puis ça, c'est de la nature humaine des choses. Mais je crois que de mieux en mieux, et en tout cas pour ce que nous observons, ça, on ne peut pas ne pas dire aujourd'hui, de mon point de vue, qu'il n'y a pas quand même un peu un recul par rapport à tout cela. Il ne faut pas baisser les bras en matière de sensibilisation, mais aussi en matière également de sanctions. Et je crois que c'est le rôle de la police, c'est le rôle que la police joue. On dit que la peur du gendarme est le commencement de la sagesse, et je crois que la police fait bien son travail, parce que de mieux en mieux, ou de plus en plus, vous voyez également, au niveau pratiquement de tous les carrefours, vous avez une forte présence policière. Vous voyez, par le passé, vous n'avez pas le passé peut-être qu'un seul policier ou deux maximum qui viennent pour réguler la circulation. Et aujourd'hui, vous rentrez, vous allez sur un carrefour, surtout au niveau aux heures de pointe, mais vous avez près de 5 à 6 policiers sur le carrefour. Donc vous avez, je ne sais pas s'il y a eu, peut-être qu'il y a eu plus de recrutement, il y a plus de déploiement. Et puis aujourd'hui, il y a eu la fédération, je ne sais pas, entre la police et la police et la gendarmerie, la fusion. La fusion, oui, entre l'ancienne police nationale et l'ancienne gendarmerie nationale, qui a donné corps à la police républicaine. Il y a certainement un plus d'effectifs aujourd'hui, certainement, par rapport à ce que nous avons connu par le passé. Donc aujourd'hui, lorsque vous circulez, vous avez aujourd'hui une forte présence policière. Il y a aussi assez de recrutement quand même. Il y a aussi assez de recrutement, on n'a pas forcément peut-être besoin de la présence policière pour respecter le code de la route. C'est une question de conscience quand même. C'est une question de conscience, c'est pour ça qu'il faut continuer dans la sensibilisation. Ouais. Et là, nous allons toujours faire recours également au Centre national de la sécurité routière. Mais la sécurité routière, c'est chacun de nous, vous et moi, qui devons aussi contribuer justement, puisque quand on parle aujourd'hui, quand on énumère des chiffres aujourd'hui qui font froid dans le dos, par exemple 700 morts chaque année, cela nous dit à peu près 2 morts par jour. Vous voyez un peu ce que ça donne comme résultat déjà. Et selon les informations fournies par le Centre national de sécurité routière et la police républicaine, 80% des accidents mortels sont dus à l'excès de vitesse. Les sensibilisations se font toujours, mais chaque fois que les radars sortent, il y a toujours des contrevenants qui sont épinglés. Comment expliquez-vous ce phénomène? Vous parlez souvent des motocyclistes. Et là, les excès de vitesse en général. Oui, les bénins sont tout pressés. Pourquoi? On dit que le pays est chaud. Donc, il faut que... Non, mais pour faire... Les bénins sont tout pressés, le pays est chaud. Mais pour faire plus sérieux, Vous voyez, par exemple, quand on prend les radars, au moins aujourd'hui, lorsque vous êtes dans un véhicule aujourd'hui, le chauffeur dit, mais moi, je ne peux pas avoir de problème avec le radar. Ouais. Parce que la contravention, c'est 10 000 francs. Oui. Donc, je crois que chacun essaie de trouver, lorsqu'on trouve les mécanismes pour nous forcer au respect du code de la route, on n'a pas besoin sans doute peut-être, mais je dis, c'est de la nature humaine quand même, de ne pas toujours vouloir être dans le bon sens. Et ce n'est pas seulement le propre code de la route, que ce soit la sécurité de façon globale, je veux dire l'insécurité de façon globale, vous avez l'impression quand même, la loi est là, tu ne dois pas voler, mais pourtant, tu ne dois pas faire ci, mais pourtant, donc c'est de la nature humaine. Il y a toujours certaines personnes qui aiment déroger à la règle. Toujours. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours être dans la sensibilisation, mais également trouver des mécanismes de sanction. Oui, avec le radar aujourd'hui, et on roule, surtout si certains as, les gens savent qu'il faut aller plus, il faut contrôler la vitesse. Et pourtant, il y a toujours certains qui tombent sous le coup de la loi. Oui. Et puis quand ils tombent sur le coup, ils obtiennent la sanction. Nous avons échangé avec certains officiers de la police républicaine qui nous ont confié que très souvent, ils se mettent aux mêmes endroits. C'est une manière d'amener les usagers à se dire, à ces endroits-là, vous devez toujours faire attention. Mais chaque fois qu'ils viennent à ces mêmes endroits, il y a toujours des usagers qui tombent sur le coup de la loi. Est-ce que c'est possible? Pourquoi?
C'est bien possible. Oui, même parfois, les tassements, vous voyez, quand un autre véhicule vient, on sent qu'il y a le radar de l'autre côté. C'est maintenant qu'on commence à faire comme ça. Au véhicule qui vient en sens contraire pour lui dire, faites attention, de l'autre côté il y a radar. Mais s'il n'y avait pas radar, vous voyez, mais lorsque vous prenez par exemple la grande avenue de Cotonou, mais je ne vous dis pas, plus aucun conducteur doit aujourd'hui filer sur cette route. Parce qu'ils savent qu'il y a toujours des radars. Ils savent qu'il y a des radars sur cette voie-là. Vous voyez, je ne sais pas s'il faut mettre des radars un peu partout, mais je ne sais pas si aujourd'hui aussi la police continue de renflouer autant les caisses avec les radars. Parce que vous savez que c'est des millions de francs CFA qui sont entrés dans les caisses de l'État avec l'histoire du radar. Mais aujourd'hui, sans doute que les ressources ou les recettes mobilisées par les acteurs, les gens de la police, ceux qui font, en tout cas ceux qui ont été formés pour l'usage de ces radars-là, je ne sais pas s'ils font les mêmes mobilisations de ressources. Je ne pense pas, je ne crois pas. Vous dites donc que forcément. Donc dès lors que nous trouvons les mécanismes, quelque part, c'est pour dire qu'au-delà de la question de sensibilisation et la question de sanctions, il faut également trouver régulièrement les mécanismes pour pouvoir amener les acteurs que nous sommes, les usagers que nous sommes, au respect du code de la route. Merci à vous Arnaud Doumaron, bon dimanche à vous, merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi. Eh bien, nous allons à présent aborder la dernière ligne droite de notre émission. Celui que nous recevons ce dimanche est un maître de la parole agissante, un griot accompli. Il est détenteur du secret ancestral de la griotique, de la culture batonou. Au-delà de l'ère baroutème, il se bat pour rendre visible la majestuosité de cet art dont seuls les initiés ont le secret. Mieux, il révolutionne la griotique pour le rendre éternel à l'ère du numérique. Mesdames et messieurs, préparez-vous, nous allons recevoir ici, sur le plateau du grand format, Bara Sonon, le griot des temps modernes. Voici l'intermède, le temps de l'installer. Wigbegundi shimo kali kabaruka shagi hogeran kali shukumo Kaseya birubanu Yogera bahura kuno Sekurun sanam Kaburambo tabuduro bio. Voilà, à l'état civil, il répond au nom de Seydou Bara Sonon. Il est griot, artiste, chanteur spécialisé en musique de recherche. On l'appelle simplement le griot Bara Sonon ou encore le griot des temps modernes Bara Sonon. Il sera avec nous. Nous allons rapidement suivre cette chanson qu'on appelle Bio Gera. Wigbegundi shimo kali kabaruka shagi hogeran kali shukumo Kaseya birubanu Yogera bahura kuno Sekurun sanam Kaburambo tabuduro biogera biruganu yaye Kaseya birubanu Biogera bahura kuno Sekurun sanam Kaburambo tabuduro biogera biruganu yaye Biogeram biruwa barogarimo Biogeram biruwa sadurangarimo dunia Tonduram biruwa bawingarimo hinyefa Biogera ya birubanu Ba yonkani biogera Ibi yonkani Ikire yonkani biowure Bafasu hinikasin ni bio mogine Ni kanki bio mogine dembona derenke yakindere Harborobanna nomba kaki bio kase Tondurom biru ababa wingarimo Tonte amase no aba tondurom biru wingari kwa Anyi mora maginya gankuriwa L'enfant grandit auprès d'un grand baobab Se nourrit de sa sève. Permettez-moi de m'exprimer en qualité de griot, détenteur de l'histoire d'un peuple, d'une dynastie et de ses héros. Ici, il s'agit de Biogera, qui repose à Baoura 1, au nord Bénin. Kaseya Birubanu, Biogera Baoura Kuno,
Voilà, il est avec nous, ce digne descendant de griot. Voilà. Lui, il est griot, il est Barasounon, on l'appelle le griot des temps modernes. Bonsoir Barasounon et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Louis. Nasiara. Annasakuna. Alafia. Alafia, voilà. Tu exprimes la culture batonou à travers ton art. Tu es artiste, chanteur et spécialisé en musique de recherche. Mais avant tout, tu es un griot. C'est quoi réellement un griot? Un griot, c'est un dépositaire de l'histoire ancestrale. C'est un communicateur traditionnel. Il est la mémoire d'une famille. Le griot, c'est un médiateur social. Il est le premier conseiller du roi, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Est-ce que n'importe qui peut pratiquer l'art de griot? Le métier de griot, on l'hérite. C'est un métier qui se transmet de père en fils. Voilà pourquoi on parle du patrimoine culturel immatériel. On ne devient pas griot, mais on est griot. Oui. Mais quelle est alors la place du griot dans la culture baroutaine? Le griot, c'est le conservateur de l'histoire. D'accord. C'est le détenteur de l'histoire. C'est le conseiller le plus proche des rois. Et c'est lui qui détient l'histoire des familles, des dynasties. Hein? C'est lui qui détient l'histoire de toutes des grandes communautés. Donc du coup, dans la culture batonou, le griot, il a une place secondaire. Après le chef, suivra le griot parce que c'est de lui qu'on a l'itinéraire, l'orientation, l'identité de la culture. C'est par lui on peut avoir la boussole de la culture et de l'identité d'une communauté donnée. Voilà. Et puisque nous parlons justement de la place du griot dans la culture baroutaine, et aujourd'hui c'est la célébration de nos mamans, c'est-à-dire la fête des mères au Bénin, nous allons donc faire un zoom sur une griotte à qui vous avez rendu hommage. Il s'agit bien évidemment de Yerekou Gontia. Bien sûr. Voilà. Elle fut détentrice de la tradition orale et du pouvoir de la parole. Elle faisait partie de la caste des griottes, je crois bien. Yerekou. Yerekou, voilà. Batonou, on appelle cette caste Yerekou. Nous allons donc suivre la puissance des mots utilisés. Et même dedans, on entend sa voix et l'instrument qu'elle joue, qu'on appelle le sinou. Le sinou. Voilà, le sinou. Je vous laisse suivre cet hommage rendu à Yerekou Gontia. Bagi yerma ke hukunon kuro ke banta ka mana wa wure ban kuro yara ku guntiya kama berti aji ma berti aji wure ban kuro a he gona meni awon non ge okuna wure ban kuro yara ku guntiya barabo we baka beka so ni a yara ku guntiya Mia
Voilà un hommage bien mérité à Yerekou Gountia, qui était gardienne des secrets des dynasties et des royautés en pays. Battons-nous, elle relate les grands faits des valeureux souverains. Dites-moi, Barasounon, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes griottes? Il y a beaucoup de femmes griottes. Vous savez, je disais que c'est un métier qui se transmet de père en fils, un patrimoine immatériel. Et nous parlons toujours de patrimoine immatériel, toute tradition vivante, transmise de génération en génération. Donc ça, c'est le patrimoine culturel immatériel. Alors elle, le métier de griotte, c'est un métier qui se transmet de père en fils. Alors, et nous avons des sœurs griottes. D'accord. Et parlant des griottes et des griots, nous avons plusieurs catégories ou castes de griots. D'accord. Donc nous avons les Guessérés, nous avons les Barasangman. Les Barasangman, souvent quand ils jouent, il y a du cascagnette à droite là, et ça fait donc ça c'est les Barasangman. Ce qui est ici, c'est le Barakarankou. Ça, c'est mon instrument. D'accord. Donc, il y a les griots Karankou, les griots Guessérés, les griots Sangman, les Baratourou, les Yerekou, les Gongé, ceux qui jouent du violon traditionnel aux adeptes de culte endogène. Oui. Donc, c'est aussi des griots. Nous avons les Kankangi, donc les Toufaroupés, c'est des griots. Nous avons toute une multitude de catégories de griots. Donc, vous verrez sur cette chanson qui rend hommage à Yerekou Gountia, nous avons essayé de réunir près de 8 catégories de griots ensemble sur cette chanson, et chacun vient avec son style de griotisme pour rendre hommage à cette célèbre griotte Yerekou Gountia, qui est d'ailleurs une princesse de la dynastie des Osangari, parce que le métier de Yerekou, il tombe en transe. C'est un truc qui a une liée. Donc, quand elle se trouve en transe, les gens ils font les rituels, les cérémonies, et on les met on les initie. Après l'initiation, et c'est dans le sommeil. Le Sinou vient enseigner le métier, apprendre le métier de Yerekourou à sa détentrice. Oui. Vous avez bien parlé du Sinou justement parce que c'est l'instrument qu'utilisait Yerekou Gountia. Voilà. C'est un instrument assez spécial. Hein. C'est comme une forme de planche avec beaucoup d'accessoires métalliques ou non, et accrochés et qui produisent ensemble un son particulier. C'est comme un grésillement, mais c'est beaucoup plus métallique. Parlez-nous un peu de cet instrument. Cet instrument, il n'y a pas un artiste pour ça. Il n'y a pas une boutique où on peut acheter. Comme aujourd'hui, on peut trouver les talking drums, les instruments, une guitare, les quelque guitares part traditionnelles, quelque part exposées, non? Ah bon? Oui. Yerekou Gountia, pour la petite histoire que je connais d'elle, elle m'a dit, après son initiation, que son instrument qu'elle utilise, le sinou, elle a rencontré dans la brousse, déposé sous un pied d'arbre, et qu'elle a pris. Et c'est ça qu'elle utilise. Donc ça veut dire que c'est les ancêtres qui l'ont apporté ça. Mais néanmoins, il y a quand même d'autres aujourd'hui qui en fabriquent. D'accord. Voilà, ils fabriquent ces instruments-là, mais justement pour des causes vraiment spécifiques. D'accord. Donc, vous voyez, Yerekou Gountia, elle fait partie d'une ancienne catégorie de griottes Yerekou. Donc, ils ont eu à avoir plusieurs expériences dans le domaine de l'oralité ancestrale. Donc, du coup, on peut voir aussi le côté spirituel de son instrument qu'elle utilise. Du coup, du point où elle dit qu'elle n'a pas acheté, qu'elle n'a pas reçu ça de quelqu'un et qu'elle ne connaît même pas l'artisan qui l'a fait, mais qu'elle a retrouvé cet instrument dans la brousse, c'est-à-dire au pied de l'arbre. C'est assez fort. Hein? Donc c'est très fort. C'est assez fort. Et chez vous, c'est plutôt le talking drum, j'ai vu, le talking drum là. Comment on appelle ça en bâton? Le talking drum en bâton, c'est le barak karankou. Voilà. Et quel type de griot joue C'est les griots karankou qui jouent le tambour parlant qu'on appelle bararo. Et c'est ça ici. D'accord. Donc il a un son différent des autres tambours. Ouais. Quels sont les instruments souvent utilisés par les griots? Par les griots, il y a le baradondon. Je disais par la description, quand on joue, il y a un instrument. Une sorte de castagnette. Et quand il joue, ça c'est plus long que cet instrument. D'accord. Donc, et ça c'est les griots sanguins qui jouent cet instrument. Et nous avons le gond, une grosse caisse cylindrique ronde qui est jouée par les griots gankou.
Qui donne un bruit assez fort. Donne un bruit assez fort assez pour lourd. accompagner. Oui. Sans cet instrument, on ne peut pas jouer les devises des princes Wasangai. Parce que chaque nom princier a sa devise. Et la façon dont je ferai la devise de Yaro sera différente de la devise de Kora, de Gounou, de Bera, de Sero, de Dafia. Donc, il faut cet instrument qui viendra alourdir le son que donnent les tambours. Vous voyez? Pour donner toute la solennité qu'il faut. Et nous avons le Morocco, le Dambararu. Vous voyez, nous avons un célèbre chanteur traditionnel, historien, Yaro Dikidiru, qui n'est plus avec nous, mais qui a quand même de traces immatérielles que nous exploitons aujourd'hui. Il a le Morocco qu'il joue. Donc, et ce Morocco, c'est un instrument griotique. Nous avons la flûte traditionnelle qu'on jouait et qu'on joue jusqu'à présent pour des chasseurs avant qu'ils n'aillent faire des parties de chasserie. C'est la flûte qu'on appelle le gourou. Nous avons le guidibo. C'est un instrument qui se joue aussi au doigt. Comme de petits pianos. Oui. Donc ça, nous avons le karo que les adeptes de culte endogène Bukakari utilisent aujourd'hui pour aussi accompagner la sonorité. Le gonke. Nous avons le kankagi qui est soufflé au prince Wasangari, comme mon maître qui est à ma droite, prince de la dynastie Sessi. Et quand le griot va vouloir faire tombadni panégyrique, il dira Makaragibon Kobo, Shihugiru Shishi, Anshina Angadeo Kashibu, Makaragibon yi Kashagoro, Tetagurago Kurishe, Wikataparo Kashimo, Makaragibon Shek, Batinu Gagurago, Moshe, Wikataparo Kashimo, Makaragibon yi Kashakoro, Agobe Kuroyan Party, Kure. Moi, Sharuka Gogia Kuran Wino. Donc, le griot, il va essayer d'abord de faire ton panégyrique en passant de ton propre nom vers la dynastie, les lier, et maintenant viendra des instruments pour accompagner le rythmique qui accompagne en même temps ta devise. Donc c'est toute une chronologie à enseigner. Et c'est tout un art, hein? Bien sûr. C'est tout un art. Et qu'est-ce qui fait réellement la force du griot? Est-ce la qualité de sa voix, la force de sa voix, les mots qu'il utilise qui sortent de sa bouche, ou plutôt les instruments qui l'accompagnent? Je pense le sens des mots qui sortent. Le sens des mots? Oui. D'accord. À chaque mot d'un griot est accompagné d'une philosophie. D'accord. Le griot ne sortira pas un mot juste pour embellir ce qu'il est en train de dire, la rhétorique. Non? Le griot, il sait qu'est-ce qui sort de sa bouche, qu'est-ce qu'il doit dire pour réveiller son prince qui dort. D'accord. Qu'est-ce qu'il doit dire pour retracer l'histoire de cette personne. D'abord, il te dira comment tes ancêtres ont eu à gérer la dynastie, comment ils ont géré leur quotidien, et on te donne des repères, des orientations pendant qu'il fait tes louanges, en te disant tu es fils de temps, arrière-petit-fils de temps, tu es l'ancêtre de temps. C'est ça. Tes ancêtres ne faisaient pas ci, ils ne faisaient pas ça, ils étaient des nobles. Quand ils font ci, le seul regard des princes, des griots, les oriente dans leur posture. C'est ça. Vous êtes étincelant, vous êtes le baobab. Vous voyez, il donne les mots pour quand même... Il fait l'éloge. Il fait l'éloge. Et après ça reviendra maintenant la rhétorique. D'accord. Voilà. Après le sens des mots viendra ça. Et maintenant le contenu de ce que le griot est en train de dire. Parce que quand on parle des dynasties, nous avons la dynastie Makararu, donc les Sessi. Et les Sessi, on les trouve à Kwandé, un peu partout dans le Barotem. Donc nous avons les Dafiaru, donc la dynastie Lafiaru, donc, dont nous avons la dynastie Bassimako, nous avons la dynastie Koraru, les Sano Karawe. Et de chaque dynastie, nous avons des rangs. Le rang des Ouré, le rang des Païs. Donc la façon dont le griot fera les louanges, les panégyriques de Yaru, qui est de la dynastie Makararu, et du rang des Païs, ne sera pas la même façon qu'il fera qui fera les panégyriques de Gounou, qui est de la dynastie Makararu toujours, et du rang des Ouré. C'est pas la même chose. Et on parle de Ouré Pi, Ouré Merugu. Donc si ton père est Ouré, tu es Paï, ton petit-fils sera Ouré. Donc il doit être Ouré Merugu. Donc c'est le Ouré Pibu. Ce ne sera pas la même manière qui fera les louanges, les panégyriques. Voilà, donc c'est un travail, une très bonne classification. C'est tout un art. Voilà pourquoi on pense toujours à la transmission. Sinon, ça va se perdre. C'est vrai.
Comme je vous l'ai dit, chers amis téléspectateurs, j'ai un griot accompli sur le plateau de ce dimanche. Et d'ailleurs, j'ai pris du plaisir à suivre une de vos vidéos sur le lac Aémé. C'est vrai que c'est bien loin du nord du Bénin. Le griot, quand même, a fait tomber et a fait parler le tambour et sa voix pour le plaisir des génies de l'eau. Une vidéo que je veux bien partager avec nos téléspectateurs. Nous allons suivre. Kora kwanko koruda iba Kora kwanko koruda iba Yedaru ko kupeba Yako kamandi Onangora kwangogoro mama huga mangu fanguru mama hu Yariera kora kwangogoro dara ibanane Kora kwangogoro wiru kora kwangogoro nane Yedaru ko kukweba ko kamandi Nane ko nankora kwangogoro mama huga mangwe fanguru mama hu Sebu mwera me Manyoro ka mwera kwangogoro Mana huga so mwera kwangogoro Sanu mura mwere wa sanu muma mwera yeme we burara ko kwangogoro daraiba Yedaru ko kugbeba ko kamandi Voilà, vous avez vu le griot à l'œuvre et certainement qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas Bariba. Nous allons demander à notre griot, qu'est-ce que vous disiez là dans la barque? Vous savez, Kora, c'est un nom de Prince Wassangari. Oui. Mais au même moment, Kora, c'est le nom de génie de l'esprit, c'est-à-dire le génie qui est dans l'eau. D'accord. Nous avons les esprits de l'eau, l'esprit du feu, nous avons ceux de l'air, tels que nous avons les dieux de l'eau, les dieux du feu, le dieu de l'air et des arbres. C'est tous ceux-là qui sont réunis et qu'on désigne Kora. On ne les voit pas, mais ils détiennent quelque chose. Et ce que je suis en train de dire, je dis, si Kora, on ne voit jamais la limite de Kora. Donc, vous voyez, on ne peut pas voir où est la limite de la grandeur de Kora. On ne peut pas voir. C'est peut-être là où tes yeux s'arrêtent que tu t'arrêtes toi-même. Et on donne en même temps que quand tu fais un très bon départ dans ta vie professionnelle, sociale ou culturelle, l'atterrissage aussi doit être agréable. Donc du coup, c'est une manière de dire que il est important qu'on prenne appui de notre culture pour une destination peut-être nouvelle que nous n'avons pas entre-temps prévue. Rester accroché à sa culture. À sa culture pour toute direction. Voilà. C'est un rituel pour vous, juste pour votre plaisir? C'est pas pour un plaisir. D'accord. C'est un rituel. C'est assez clair. On le fait une fois l'an. Waouh. Ouais, c'est parce que nous étions en déplacement et le moment de faire ce rituel s'est coïncidé. Et avec Gaston Yamaro, qui est mon producteur, il disait, écoute, tu sais, aujourd'hui, tu as telle chose que tu devrais faire. J'ai dit oui, alors profitons. Et c'est ainsi que nous avons... Vous avez immortalisé cette belle séquence. C'est une belle séquence que nous avons eu du plaisir aussi à suivre. Et bien avant ça, il y a d'autres rituels que nous avons fait bien avant de prendre cette bac-là. D'accord. Qui n'est pas rentré sur des images. Donc, c'était pas un truc qui a été fait à la volée. D'accord. Voilà. Waouh, ça c'est intéressant. Ouais. Et pourquoi hors de loin du nord? Et je disais que j'étais en déplacement pour la fête de Vaudouris. Ah d'accord. Et étant dit que j'étais à côté. La précision est faite maintenant. Voilà, donc il fallait le faire là. Parlons maintenant du griot Barasonon. Pourquoi avoir choisi de vous illustrer dans l'univers culturel par la griot? Je suis né griot. Fils de griot, petit-fils de griot, arrière-petit-fils de griot. Donc il y a de quoi que je prenne appui
sur la griotique pour développer, conscientiser, éduquer, développer la culture. Ouais. Parlez-nous un peu alors de vos débuts. On sait qu'au début de toute chose, c'est toujours pas facile. Bien sûr. Au début, j'ai dit, bon, je suis technicien agronome de formation. Et après ça, je me suis retrouvé en France à l'université, où j'ai fait la gestion des exploitations agricoles. Durant les 3 ans à l'université, je me suis orienté dans un studio où j'ai enregistré une maquette de 9 titres. En 2010, je suis rentré au Bénin, à Parakou, pendant une fête à l'Institut français, la fête de la musique, à l'Institut français du Bénin. C'était en 21e, ouais. C'était un 21 juin, à l'Institut français de Parakou. J'ai été identifié par Gaston et le directeur de l'Institut, Gaston Yamaro, l'ancien directeur de Dema Radio, qui me demande, écoute, ça va, tu viens d'où? Mais ce que tu fais, c'est bien, je vois déjà que tu as de contenu, mais nous allons revoir la composition de tes musiques, nous allons revoir la structure, la composition, l'arrangement. Est-ce que tu veux réellement travailler? J'ai dit oui. Il dit, ok, envoie-moi ta maquette. Il a pris 2 semaines. Après, il me dit, ok, tu veux chanter ou bien tu veux être un musicien professionnel? Je lui ai dit, je veux être un musicien, un chanteur professionnel. Il dit, ok, tu es prêt pour travailler avec moi? Il dit oui. Il dit, okay. Il m'a fait toute une compilation des chansons, des icônes des grands musiciens de l'Afrique de l'Ouest, hein, ou disons africains d'ailleurs. Donc les Salif Keita, Habib Koité, Bilaka Kora, Doubé Niaouré, Annie Flo, etc. Beaucoup d'artistes, hein, Bob Marley. J'ai écouté pas mal d'artistes durant une année en intéressant ça. Et après il me dit, écoute, fais-moi le récapitulatif de ce que tu as compris des chansons. Et je lui ai fait le point. Il dit, ok, maintenant on peut commencer le travail. Donc ça, c'est une période d'incubation. Et c'est ainsi en 2015, j'ai commencé l'enregistrement du nouveau album Touba qui a été lancé. En 2012, j'ai commencé l'enregistrement au studio de ce premier album qui a été lancé en 2015 à l'Institut français. Donc le Touba, qui veut dire confession. Et donc qui a été produit par Gaston Yamaro. Et le deuxième album aussi, Gari, Parole de l'humanisme griotique, toujours produit par Gaston Yamaro. Et c'est comme ça. Et puis après, je me suis retrouvé en France, grâce toujours à lui, qui m'accompagnait. Je prenais part au festival, aux plusieurs activités culturelles. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé. J'ai rencontré un producteur français, Mathieu Insa, qui a été épaté par ce que j'ai fait sur scène. Il a demandé qu'on signe un contrat et c'est comme ça, un nouveau projet est né, Metsiman Orchestra, musique thérapeutique inspirée des arts des griots de l'Afrique de l'Ouest, qui a été un projet qui a tourné sur presque 14 pays, 14 instituts français et alliances françaises en Afrique de l'Ouest et 17 pays européens où nous avons présenté ce spectacle-là. Donc voilà un peu. Aujourd'hui, et je me suis dit quelque chose, bon, chanter c'est bien, avoir des expressions artistiques c'est bien, mais derrière, quel est le contenu qu'on peut quand même institutionnaliser? Moi je trouvais que, étant dit qu'aujourd'hui j'exploite la griotique que j'ai hérité de mes ancêtres, et il est important d'institutionnaliser ce métier-là pour que les nouvelles générations puissent en profiter, passer par des projets de transmission de jeunes générations, afin de pouvoir conserver ce patrimoine culturel qui est en voie de disparition. Justement, donc, je sais que vous avez été initié très jeune aux secrets ancestraux de la griotique. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, vous faites tout pour que cet art ne se perde pas. Vous avez donc initié un projet novateur baptisé Griotique. Je crois que c'est bien ça. Yes. Voilà, Griotique. Un projet de transmission de ce savoir ancestral pour le développement artistique et culturel. Parlez-nous de ce projet. Oui, cela part de mes réflexions de ne pas vouloir perdre tout ce patrimoine-là. Et Griotix, c'est un projet qui combine le numérique et l'art oratoire. Une sorte de symbiose. Donc qui m'amène vers la base, vers les détenteurs du patrimoine, les enregistrer, les écouter, enregistrer les contes traditionnels, les chants traditionnels, les proverbes en voie de disparition. Comme ce que vous avez fait avec Yerekou Guntia. Donc j'ai pu travailler avec 43 griots
D'accord. 43 griots. Et vous allez remarquer sur YouTube, sur un projet que je dénomme Barabou, qui appelle Griot en grand H. Donc c'est Griot, c'est le projet dont je parle. Nous avons collecté les différentes prestations des différents griots et griottes, donc sur des thématiques précises, paix, cohésion sociale. Comment nous pouvons faciliter la paix? Comment nous pouvons faire la promotion de la paix et la cohésion sociale à travers l'oralité ancestrale? Donc, avec ces griots, nous avons pu travailler et ils ont sorti des proverbes, des citations, des phrases, des vérités réelles pour concevoir quelque chose de façon exploitable. Et on sait que les griots sont souvent maîtres de la parole agissante, surtout que on sait que ce n'est pas que culturel, c'est aussi culturel. Voilà. Donc du coup, nous avons, avec ce projet Griotix, nous avons installé dans chaque commune du Borgou et arrondissement les foyers de transmission de savoir et pratiques d'art griotique qui nous permet d'identifier, qui consiste d'identifier un détenteur ou une détentrice de savoir griotique et identifier les jeunes griots qui sont artisans, étudiants ou collégiens. Chaque fois, ils viennent 2 fois par semaine dans ce foyer pour apprendre et recevoir du savoir. Donc ce projet continue toujours et nous essayons de conserver numériquement. Donc du coup sur YouTube, quand vous tapez griotique ou griot Barasono, ou Barabou, ou tu tapes simplement Association Parole d'Afrique, vous verrez tout ce que nous avons en termes de... Ah oui, c'est assez impressionnant comme un projet. Avant de continuer cet entretien, nous allons rapidement suivre l'un de vos nouveaux clips intitulé Gary. Vous en avez parlé tout à l'heure, justement. Ici, on découvre plus le chanteur que le griot, mais le griot est toujours resté à l'intérieur. Voici pour votre plaisir, Gary. Gari sawa sabunu, gari sawa de, gari sawa sabunu. Gari sawa sabunu ni bakura nyire, gari sawa sabunu. Gari sawa sabunu ni bakura sobiye. Gari sawa sabunu. Gari sawa sabunu ni nukunonding. Gari sawa sabunu. Gari sawa sabunu ni nubosogino. Yari yeru du yeru, gori wiru gori koni, waluka tempro na gafara kana. Buga bomba heka wure Kongo. Yero gakura nimbare ba uburu tanyora kaja gbeba yeko gbeba so ekada gbeba yo abanko ko kambashi sigano baga no di do baga no di tundo baga no di mo di so nanka no di mona kunto gari sawa sabunu ni bakura nyire gari sawa sabunu gari sawa sabunu ni bakura sobiye gari sawa sabunu Gari sawa sabunu ni nukunondi yanu. Gari sawa sabunu. So nye kuntulu anko yatuma tonte ni momentora deri muntora tuka mu son sarambia konsura wobe warban sikuru muyeru beno sikuru magbe sure bagaru anagamba ni harakante ko bani
de poursuivre cet entretien, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont facilité le contact du griot Barasounan, Gaston Yamaro, l'ancien directeur de Dema Radio, Yerima Gaba, que beaucoup connaissent sous le nom de César Gaba, un amoureux de la culture baroutème et qui fait des photos extraordinaires. Son titre de ministre au Palais Royal de Kouandé, c'est bien Yerima Gaba, effectivement, il est ministre au Palais Royal de Kouandé, Nansiara. Je n'oublie pas Ghislain Style Agodji, le président d'honneur des managers du Bénin. Grâce à son carnet d'adresses, nous avons beaucoup d'artistes qui sont passés sur ce plateau. C'est notre devoir, c'est à nous de faire plaisir à nos téléspectateurs en leur offrant du beau, du vrai en termes d'artistes. Quel qu'en soit leur registre musical, c'est notre manière de promouvoir la culture au 229. Barasounan le griot des temps modernes est toujours avec nous. Une dernière question pour vous. Je sais que vous avez réalisé beaucoup de projets avec des maisons de production musicale en Europe. D'autres sont en cours. Parlez-nous un peu de ces projets en quelques mots et surtout ce qui se mijote en sourdine pour vos fans. Oui, je disais qu'en 2019-2020, nous avons enregistré le projet Medsiman Orchestra, qui est un projet de musique thérapeutique inspiré des arts griotiques. Et dans ce projet, il y avait un griot malien, burkinabé, nigérien et sénégalais. Et nous avons fait le tour de l'Afrique, nous avons fait plusieurs pays en Europe. Et pour montrer la vraie face de la scène griotique et faire comprendre au reste de la région que ce n'est seulement pas au Mali, au Sénégal et au Burkina qu'on a des griots. Il y a aussi des griots au Bénin. Des griots authentiques. Oui, et c'est à travers ce projet que cette vulgarisation a été faite. Mais après, nous avons la saison 2 toujours du projet Medsiman Orchestra qui aura pour nom Domaru. Domaru. Ça veut dire? Ça veut dire bénédiction. D'accord. Voilà, Domaru. Et Domaru est déjà enregistré. Nous avons déployé toute l'équipe, un guitariste qui a quitté, Justin Adams, qui a quitté Londres, et Trink, qui a quitté Vietnam, et le producteur Mathieu Insa, qui a quitté la France. Et nous avons travaillé ici à Cotonou avec plusieurs artistes nationaux. Et nous avons travaillé avec des musiciens nationaux pour enregistrer cet album-là qui va tourner en 2026. Déjà, la phase de résidence commence bientôt. Et puis, nous ferons des mois en France travailler sur la production scénique, les exercices scéniques et faire rouler le concert, faire des ateliers, faire des filages avant 2026. Donc ça, c'est pour l'Europe, ça. Et au plan local, le projet en cours, c'est le Festival des Arts Griotiques. Le Festival des Arts Griotiques. Oui, dont je suis promoteur, porté par l'association Parole d'Afrique que je représente. Et ce festival fait venir des griots de la sous-région, Mali, Burkina, Niger, le Nigeria, du Togo. Nous réunissons plusieurs griots à Parakou. Donc ce projet en cours et qui sera vraiment... qui est attendu par plusieurs de nos fans, parce que les princes j'espère que nous serons prioritaires sur ce projet, puisque vous l'annoncez déjà sur Canal 3 Bénin. Voilà. Merci d'avoir accepté de vous faire découvrir davantage au grand public qui apprécie déjà vos œuvres musicales, mais aussi vos projets pour la préservation et la valorisation de la griotique. Mais je ne suis pas encore rassasié. Vous allez peut-être me demander pourquoi, parce que je n'ai pas encore entendu le tam-tam parlant et à son extraordinaire son, je le veux, sur ce plateau justement. Eh bien, je suis certain que tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement veulent aussi entendre la voix du griot résonner au rythme de ce grand tam-tam parlant. Eh bien, mesdames et messieurs, pour votre plaisir, le griot Barasounan. Ibere bane sagu besewan la sabuka pe la sabuka ka Ibere go kimi be asuki
Akuragari nasiye hade atonumbi nasiya. Yebaragere bakura yeko. Yoba baki bakuntonuki. Yobukira dera tonkira pa. Tonurakbe hu yobuderi. Yoburakbe patonua. Aku tonukiwi yabuhoba. Adakariko aseku shariba dakariko. Adakariko amura fiti badakariko. Aku kabe mo bakanumo. Bera baragbi butore. Babu ne tonu akua. Basuntusa sekuru sariba basuntusa. Bansora baka suntusa. Sakura gmeni sakura dome. Nona unsora baka suntusa sunona deri sugmena ko. Sansemo. Sanse gmenimo. Alors, vraiment, merci pour ce beau moment d'échange. Je m'incline devant la muse du griot en vous souhaitant plein succès dans vos nobles projets. Merci à tous ceux qui nous suivent actuellement depuis Kondé, Banikwara, Niki, Bembereke, Parakou et partout dans les 12 départements du Bénin et même hors de nos frontières parce qu'ils sont très nombreux à nous écrire très souvent. Ce fut un réel plaisir pour moi de rester en votre compagnie. Barassonan, merci d'avoir agrémenté notre dimanche. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, chers amis téléspectateurs, tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Ainsi se referme cette émission. Après le grand format, nos programmes se poursuivent sur Canal 3 Bénin. À 17h, heure locale, et Kanka vous donne rendez-vous dans son émission En tant qu'âme, je suis libre. Le thème de ce dimanche est respect et gratitude, source d'harmonie dans mes relations avec les autres. À 19h30, nous poursuivrons le journal du soir. Demain lundi, à 7h, toute l'équipe de Action Matin sera avec vous. Bonne soirée à chacun et à tous. Portez-vous bien.